Europe 1. Le journal de 7h sur Europe 1. Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. L'heure des comptes a sonné à Moscou, même si on ne sait pas encore qui va régler la note. Intervention télévisée de Vladimir Poutine à la télévision hier. Prise de parole très attendue après une tentative de mutinerie qui a sidéré le monde. Thibaut Hu, le chef du Kremlin, a d'abord voulu rassurer les Russes. Oui, une allocution très courte d'à peine 5 minutes pendant laquelle Vladimir Poutine s'est présenté comme un garant de la paix intérieure en Russie. Il a d'abord tenu à remercier les combattants du groupe Wagner, ceux qui sont restés fidèles à la Russie, des patriotes, dit-il. Il s'est ensuite adressé aux rebelles pour leur donner une seconde chance. Je remercie ces soldats et commandants du groupe Wagner qui ont pris la seule décision correcte de ne pas aller à l'effusion de sang. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de poursuivre votre travail en Russie en passant un contrat avec le ministère de la Défense ou retourner vers vos familles et vos proches. Quiconque le souhaite peut également se rendre en Biélorussie. Ma promesse sera tenue. Vladimir Poutine a aussi accusé l'Ukraine et l'Occident de souhaiter une telle issue fratricide, ce sont ses mots. Le nom d'Evgeny Prigojine n'a lui par contre pas été prononcé. On ne sait pas encore précisément quel sera le sort réservé au chef de Wagner qui doit s'exiler en Biélorussie. Et Thibaut Hu en parlait à l'instant, on ne sait toujours pas si Evgeny Prigojine a quitté le territoire russe. Le chef de Wagner reste pour l'heure introuvable, mais il a parlé lui aussi. Le mutin affirme n'avoir jamais voulu renverser le pouvoir. Son action visait seulement à sauver son organisation d'un démantèlement. Oui, qui était programmé pour le 1er juillet prochain. Alors les Américains et les soutiens de l'Ukraine réfutent toute ingérence dans ce qui est qualifié d'affaires intérieures russes par l'administration américaine. Sur le plan militaire maintenant, l'offensive de Kiev marque quelques points. Un jour heureux pour les forces ukrainiennes, estime Volodymyr Zelensky. Selon le président ukrainien, la journée d'hier a permis à son armée d'avancer sur toute la largeur du front où elle est engagée, notamment en direction de Melitopol dans la région de Zaporijia. Il est 7h02 sur Europe 1. Retour en France, école maternelle accessible dès l'âge de 2 ans. Des collèges ouverts de 8h à 18h tous les jours dans les quartiers sensibles. Voilà quelques-unes des annonces d'Emmanuel Macron à Marseille hier. Et la cité phocéenne aura la primeur de cette expérience vouée à se généraliser dans tout le pays. Élargir l'accueil des enfants pour lutter contre les inégalités. Le chef de l'État a défendu son action devant 300 habitants de la cité de la Busserine dans les quartiers nord. Une rencontre aux allures de grand débat qui a parfois tourné au grand déballage. Arthur Delaborde, envoyé spécial d'Europe 1 à Marseille. 2 drapeaux gigantesques de l'OM installés de part et d'autre de la salle et au milieu, Emmanuel Macron fait face à une salve de questions souvent teintées de colère. Vous êtes venu déjà il y a 2 ans nous voir dans notre cité. Il n'y a rien qui a changé depuis. On vit toujours avec les mêmes difficultés. Le débat a du mal à se tenir, les participants parlent simultanément, mais à l'aise dans l'exercice, le président reprend le contrôle. Vous êtes en colère, vous en avez marre. Moi je suis là devant vous, vous n'avez jamais vu un président qui est venu pour la 2e fois 3 jours devant vous. Donc moi je partage votre indignation. Mais non, mais moi je prends pas les engueulades pour toutes les décennies passées. Une fois les esprits apaisés, Emmanuel Macron réserve une annonce aux habitants de la Busserine. Dans vos quartiers, vous aurez le collège qui prendra les élèves en charge pédagogiquement de 8h à 18h. Parce que l'inégalité scolaire, elle se crée dans ces temps où l'enfant il était renvoyé chez lui. L'Élysée précise que ce collège de 8h à 18h sera généralisé dans tous les quartiers prioritaires d'ici 2027 avec premières expérimentations dès la rentrée prochaine. Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1. Emmanuel Macron a profité de ce déplacement à Marseille pour saluer l'action de sa première ministre. Si l'hypothèse d'un remaniement reste d'actualité, Elisabeth Borne semble bien partie pour rester à Matignon, Jacques Serret. Oui, jamais Emmanuel Macron n'avait tenu de tels propos à l'égard de sa première ministre. Courageuse, déterminée, des compliments présidentiels qui mettent fin aux rumeurs et ôtent l'épée de Damoclès au-dessus de la tête d'Elisabeth Borne. Il y a 10 jours encore, l'allié historique d'Emmanuel Macron, François Bayrou, appelait de ses vœux un grand remaniement avec un profil très politique à Matignon. L'entourage proche du chef de l'État poussait également dans ce sens. Nous vivons la fin d'un cycle, expliquait alors un conseiller de l'exécutif. Le même estime aujourd'hui que la première ministre fait du bon boulot et qu'elle va poursuivre son action, comme si en quelques semaines l'hôte de Matignon avait retourné la situation à son avantage. Les élus sont derrière elle, décrypte un cadre de Renaissance. Autrement dit, elle a le soutien des parlementaires de la majorité présidentielle. Surtout, ni les Républicains ni les marcheurs historiques ne sont favorables à une alliance à l'Assemblée, un statu quo qui la conforte à Matignon. L'alliance, c'est derrière nous, se félicite un député proche de la première ministre, ce qui ne devrait toutefois pas empêcher des changements de tête dans certains ministères, comme à l'éducation ou à la santé.
santé. Jacques Serret du service politique d'Europe 1. Poursuite des recherches dans les décombres de l'immeuble de la rue Saint-Jacques à Paris. Une femme est toujours portée disparue. La mairie de Paris a par ailleurs annoncé le déblocage d'une aide de 2 millions d'euros en faveur des victimes. Aux États-Unis maintenant, l'étau se resserre autour de Donald Trump dans l'affaire des documents confidentiels de la Maison-Blanche. La chaîne CNN vient de diffuser un enregistrement très embarrassant pour l'ancien président. Et d'autant plus embarrassant qu'il a plaidé non coupable pour chacun des 37 chefs d'accusation lors de son inculpation devant le tribunal fédéral de Miami. Sa ligne de défense était simple. Donald Trump ne savait pas qu'il détenait des documents classifiés, sauf que CNN vient de prouver le contraire à Viva Fried. Vous êtes la correspondante d'Europe 1 aux États-Unis. Oui, alors l'enregistrement de Donald Trump est totalement surréaliste. L'extrait diffusé sur CNN qui fait 2 minutes date de juillet 2021 alors qu'il n'était plus président. Donald Trump était interviewé pour un livre. Et on l'entend se vanter d'avoir des documents top secrets. Il évoque par exemple un plan hautement confidentiel d'attaque de l'Iran. Il sait pertinemment qu'il ne devrait pas avoir ces documents, mais il en plaisante avec les auteurs du livre et les membres de son personnel. C'est pas incroyable ça? J'ai une pile de papier là, regardez. Ce sont des informations secrètes, mais regardez, les militaires les ont rédigées et me les ont données. En tant que président, j'aurais pu les déclassifier, mais là je ne peux pas. Mais c'est tellement cool. La scène semble vraiment tirée d'une mauvaise parodie de film d'espionnage, avec un Donald Trump hilar alors qu'il est en train de commettre un crime fédéral. Jusqu'à présent, l'ancien président a nié avoir des documents secrets en sa possession, et cet enregistrement sera très certainement l'une des pièces à conviction centrale lors de son procès, celle qui pourrait le conduire directement en prison. Aviva Fried, correspondante d'Europe 1 aux États-Unis. L'Espagne affronte sa première vague de chaleur de l'été. Le thermomètre dépasse les 44 degrés. Plusieurs régions placées en état d'alerte. Et puis on connaît l'adage, l'habit ne fait pas le moine. Or dans la Sarthe, on estime tout le contraire, que les apparences peuvent aider les chercheurs d'emploi. Inutile de porter des vêtements chers ou simplement parce que c'est la mode. Préférons-leur des habits adaptés à notre morphologie. Ce conseil élémentaire, mon cher Watson, mon cher Dimitri, ma chère Anissa, on peut se l'appliquer en toutes circonstances. Eh bien, l'association La Cravate Solidaire propose aux chômeurs une séance de relooking dans un camion vestiaire itinérant. Et ça marche. Reportage à la Ferté-Bernard, Sandrine Prioul. Sur le parking d'un lycée de la Sarthe, ce camion, aménagé comme une boutique de vêtements. Je m'appelle Frédéric, je suis développeur informatique au chômage. Enchanté, allez, venez. Moi, je suis là pour trouver une tenue. Au milieu des vestes, cravates, chemisiers neufs offerts ci et là, Lydie se renseigne sur la personnalité de Frédéric, jovial garçon caché derrière ses cheveux longs et ses vêtements ternes. Après, est-ce que chez vous, vous avez autre chose que des baskets? Et puis s'opère comme une métamorphose. Moi et les vêtements, qu'est-ce que je dégage? Peut-être plus d'assurance. Ils arrivent le dos courbé, ils repartent, ils lèvent les épaules parce qu'en fait, ils se trouvent beaux et c'est ça l'essentiel. Le développeur web repart vêtu d'une saharienne beige et Étienne Moulin sait que derrière ce nouveau costume, le demandeur d'emploi va décrocher un boulot. Une des premières discriminations aujourd'hui lors d'un processus de recrutement, c'est l'image qu'on renvoie. Et aujourd'hui, les personnes qu'on accompagne, 70% d'entre eux réussissent leurs entretiens de recrutement dans les 3 mois. Le planning de ce vestiaire itinérant affiche déjà complet pour les 6 prochains mois. Un reportage à la Ferté-Bernard dans la Sarthe, Sandrine Prioul, correspondante d'Europe 1 dans le Grand Ouest. Merci beaucoup Christophe Lamar, le journaliste de 7 heures le plus élégant de France, de loin. Merci beaucoup Christophe, on vous retrouve tout à l'heure à 8h30. Il est 7h09 sur Europe 1, très bon début.